Non, je te remercie infiniment pour ce exposé qui est extrêmement original, personnel et nourri de connaissances, de faits, d'allusions. Peut-être le reproche que je ferais, c'est justement d'être trop serré parce que tu as passé sur une quantité de choses où un certain nombre de points dans la théorie de Deleuze en particulier auraient dû être un peu étendus ou détendus de façon à ce qu'un public qui n'est peut-être pas particulièrement informé des différents ouvrages, ni de la théorie deleuzienne, ni même des œuvres artistiques auxquelles tu fais allusion, a peut-être à ce moment-là de la difficulté à te suivre exactement. Si je résume, si je me permets de résumer la leçon générale, c'est au fond que tu opposerais à cette théorie de l'art pictural en particulier, de l'art en général, puisqu'il s'agit aussi du cinéma, mais qu'il s'agit par allusion aussi de la musique ou de la littérature, tu reprocherais à cette critique d'être littéraire. D'être littéraire, c'est-à-dire de substituer à des points clés, importants, là, on ne peut pas l'appeler malgré tout d'une autre façon, le fonctionnement ou la logique propre, mais le mot logique aussi est littéraire, disons plutôt donc le fonctionnement propre de l'activité artistique du peintre, on décide de substituer à ce fonctionnement spécifique quelque chose qui est emprunté à des notions littéraires, donc de faire de la littérature sur l'art, plutôt que de voir quels sont les procédés de l'art lui-même. C'est là un reproche qui est pertinent et qui est intéressant, qui a été posé d'ailleurs, qui a été suggéré d'ailleurs par Deleuze lui-même, puisqu'il dit qu'il faut lire les écrits des peintres. On ne lit pas assez les écrits des peintres, et je signale que dans ce domaine, par exemple, tu n'as pas parlé beaucoup de Van Gogh, qui a énormément fait d'écrits dans ses lettres, soit à son frère, soit à d'autres comme Van Rappard, par exemple, où il parle précisément des couleurs, où il parle des préoccupations qui sont les siennes, à la fois sur le plan de sa vie personnelle et sur le plan de ses tableaux, et qui ont été étudiés d'une façon très intéressante par Jean-Clé Martin dans un ouvrage consacré il y a quelques années à Van Gogh, précisément. Ou alors de Cézanne aussi, qui a parlé beaucoup de lui-même, puisque tu le sais fort bien. D'ailleurs, mais peut-être puisque tu as parlé de la vérité en peinture de Derrida, mais peut-être que là aussi, il faut, ou de la croix aussi, on a fort bien parlé dans son journal de ses préoccupations de peintre dans des optiques différentes. Quand tu n'as pas fait état d'œuvres comme Kandinsky, le spirituel dans l'art, tu sembles considérer que la théorie de l'art de Klee est littéraire. Ce qui est curieux, puisque Klee enseigne au Bauhaus, et que quand même ce n'est pas en tant qu'écrivain qu'il a enseigné, c'est en tant que plasticien qu'il a parlé de la ligne. Donc là, c'est un peu mystérieux qu'à la fin tu dises pédagogique de Klee, puisque j'ai ton texte, les fictions narratives comme celles qui illustrent
des écrits pédagogiques de Clé, la ligne de la colline et du bateau. Vous donne des exemples. Est-ce que c'est des fictions narratives ou est-ce que ce sont des procédés de dessinateurs? On n'a pas besoin de parler d'une ligne, parce qu'il décrit la ligne comme un écrivain décrirait une ligne, en décrivant quand même, en nous renvoyant, non pas à une perception équilibrée propre à la ligne, mais à une ligne qui déjà figurerait un cheminement, etc. Mais justement, c'est peut-être que Deleuze a emprunté cette notion de force, puisque la ligne de Clé est dynamique. Il la représente dans son écrit, ses écrits sur l'art. Il met des flèches d'ailleurs, qu'il introduit. Il introduit bien du littéraire, puisque mais le littéraire, par exemple, dans l'introduction des lettres, je sais pas, le R, le K, n'importe quoi dans les tableaux, que Clé a utilisé, d'autres aussi. Je ne sais pas, Rauschenberg, je sais pas, il y en a d'autres qui ont utilisé la lettre. Bien qu'on est loin de... Que devient cette des lettres chez Braque, justement, les lettres chez Braque. C'est vraiment pour écrire un accent, il le dit lui-même. C'est pas pour faire du sens dadaïste. Les dadaïstes vont se précipiter là-dessus. Mais eux, dans leur aplat de papier découpé, ou dans leur reproduction au pochoir même, d'une écriture de journaux, c'est les premiers à avoir fait ça. Et ils l'ont fait pourquoi? Ils l'ont fait pour densifier la composition. Pas pour créer une évocation poétique d'un monde comme ça, de journaux froissés, de pipes et de méditation poétique. Mais justement, peut-être que ça peut être dedans, mais c'est pas leur propos. Peut-être que tu ne tiens pas assez compte des dogmatismes extravagants, je dois dire, que j'ai rarement vu, parce que tu ne tiens pas assez compte des ambiguïtés, des choses qui jouent sur des doubles tableaux des sciences, ou précisément des passages, ou des entrevues, ou des devenirs, par exemple. En fait, je dis des dogmatiques. Donc, j'appelle dogmatique. Je recadre. Le fait de dire je sépare quelque chose et j'exclus quelque chose d'autre. Et quand tu parles du papier collé ou du journal collé, il y a justement ce double jeu qu'on voit très bien chez Braque, chez Picasso, quand ils ont introduit cela, je ne sais pas si c'est l'un ou c'est l'autre qui l'a introduit, c'est-à-dire qu'on joue à la fois sur le fait que ce sont des journaux, mais à la fois aussi sur le fait qu'on les traite uniquement dans leurs éléments formalistes. Donc on ne se préoccupe plus que ce soit du journal, ça peut être aussi bien que je réclame. C'est des accents les lettres. Dans Ernst, c'est un peu différent d'ailleurs, parce qu'il joue davantage sur les sens et les oppositions, mais tu as l'air c'est des accents graphiques, ils l'ont dit, c'est des accents graphiques. Oui, c'est ça. Ils ont envie de faire ça. Je m'arrête donc, C'est sûr, c'est bien qu'en composition, à un moment donné, était proche d'une dissolution. Donc l'aplat qu'il a introduit comme ça, d'ailleurs dans une maquette gouachée, plutôt dans une peinture, Braque le premier, c'est pour densifier ce qu'ils avaient et maintenir ce qu'ils avaient déjà analysé d'une forme, selon leur registre qu'ils avaient inventé, un registre public donc bien connu maintenant. Mais lorsqu'il introduit lui-même par la suite, le premier là aussi, un petit élément de reconnaissance justement, d'imitation apparemment, mais c'est aussi un point d'accentuation, on appelle ça accentuer un croquis ou une peinture, faites des accents, pour mieux lire une forme dans ses rapports plastiques, parce que, encore une fois, ce que j'essaie de dégager, c'est aussi un langage de peintre, souvent recouvert par le discours littéraire, parce que les peintres eux-mêmes parlent en littéraire une fois sur deux, il ne faut pas dire plus. Mais que dit Cézanne? Il parle de rapports plastiques. Est-ce que tu connais quelqu'un, dans les théories de l'art les plus variées du XXe siècle, qui a repris la notion de rapport plastique? On est toujours dans l'élémentarisme, et Deleuze ne fait pas exception, c'est-à-dire, on voit ça aussi chez d'autres théoriciens, mais quand il dit Clé, il part des éléments picturaux. J'aurais pu faire l'exposé uniquement là-dessus, qui varie d'ailleurs. Alors c'est la tâche, c'est le point, c'est la ligne, c'est le plan, ça varie tout le temps, va dégager une fonction plastique à partir de là. Je citerai peut-être une omission également de Delaunay. Delaunay, quand même, il écrit énormément sur la matière, sur la couleur, sur la relation entre la peinture et les théories de Fresnel, etc., sur les contrastes simultanés, sur tout un tas de choses qui quand même occupent une place très importante et qui ne peut pas être considérée comme étant littéraire, mais et de la part d'un peintre incontestable, quelque chose qui est l'établissement
et l'appui d'une théorie de l'art. Comment il en parle? C'est ça qui est Comment il en intéressant. parle? Oui, oui. Comment il fait, Oui. Delaunay? Delaunay occupe une place quand même importante. Et dans l'histoire également de la couleur et de la signification. Là, lorsqu'on parle de signification, je pense que je mettrai quand même à la base quelque chose de très général, qui est une phrase de Deleuze et Guattari relativement à la peinture et à l'art pictural, que tout son processus, relativement à la signification au sens propre du terme, c'est-à-dire quand on parle de la signification d'une peinture, on parle de ce que ça représente, c'est-à-dire quelles sont les scènes ou les objets ou les scènes historiques, que c'est une activité qui entre dans le cadre très général de la déterritorialisation et que les problèmes qu'il pose sont précisément des problèmes complexes, multiples, qui ne sont pas, ces deux-là ne sont pas traités d'une façon dogmatique, je pense, de certaines formes de reterritorialisation que l'on voit en particulier chez Bacon. Là, il y a chez Bacon quelque chose qui parle d'une déterritorialisation incontestable relativement au figuratif, mais qui s'appuie également sur des formes qui ne sont pas celles de tous les peintres, d'ailleurs, puisqu'il y a des peintres, Bacon n'est pas l'unique peintre contemporain, ni historique, mais il y a incontestablement des formes multiples, complexes, de reterritorialiser sur, par exemple, des détournements du tableau comme 1910, je ne sais pas comment il s'appelle, de Velázquez ou d'autres, ou alors son propre visage, ou alors etc., ou celui de ses amis, tout cela, ce sont des entreprises qui ce sont des variations. Donc il a un registre formel, surtout, j'ai essayé d'écrire. Il a un registre formel, c'est un des derniers, on voit très bien ce qui s'est pas. Parce que tu étais contre aussi ce clivage que je faisais, et qu'on peut faire encore très nettement, entre Bacon et par exemple Stéphane Glesinski, un homme de support surface. On peut faire un clivage très net entre Magritte et Matisse, entre Chirico et puis Picasso, David, Picasso. Les gens qui travaillent la forme et d'autres qui travaillent l'image. Étant entendu que et tout le monde travaille le sens, mais il y en a qui sont spécialisés dans la vie et le sens. Un peintre peut être totalement indifférent d'un premier temps au sens et à la vie, qui est en dehors de la vie, le sens. La vie et le sens passeront de toute façon. Ils seront même certainement tout à fait présents dans un travail de pur plastique. Mais ce que tu pointes comme un dogmatisme, tu sais qu'il y a un dogmatisme qui est très fort aussi de l'autre côté. C'est dans la mesure où, encore une fois, on peut très bien estimer que ce qui est représenté maintenant avec une coupure dadaïste ou du champisme aujourd'hui, c'est presque tous les autres arts. On a abandonné une recherche formelle. Des gens comme Bacon finissent par être très isolés. Il n'y a plus beaucoup de création de registres formels. On a vécu, on vit encore très largement, sur des inventions cubisme et abstraites géométrisantes dans l'architecture et dans les arts déco. Donc il y a eu aussi l'art déco aussi qui a suivi. Mais c'est quand même frappant de voir à quel point une certaine architecture dite déconstructiviste reprend en fait le registre de l'architecture constructiviste qui, elle, avait avorté pour cause de stalinisme. Et c'est un registre, en fin de compte, formel, qui est une grande invention du début du XXe siècle. On n'en est pas vraiment sorti, parce que c'est une très grande richesse, évidemment. Mais il n'y a pas eu, depuis 40 ans ou 50 ans, je crois. Oui, mais pourquoi aussi, qui prend la place? C'est le pop art. Le pop art lui-même n'a même pas de projet formel. Il a un projet peut-être critique de la société, mais on peut en douter. Il a un projet artistique, très certainement, mais il ne s'inscrit plus dans l'histoire des formes. Si on ne fait pas, si on ne voit pas ce problème-là, qui est un problème, comment dirais-je, très prégnant maintenant, à mon sens, par rapport à la FIAC, par rapport à ce qui s'achète à l'échelle mondiale, et moi-même qui suis un peu confronté en tant que peintre et à la Fondation Mag aux vedettes de l'art contemporain, qui sont presque tous des pop artistes. C'est des gens qui vont créer une image, préparent leur image et préparent les effets, qui sont peut-être des affects, des percepts, c'est jamais des rapports plastiques. Parce que là, une codification complète, ils choquent dans la présentation, ils vont mettre justement, alors là, littéralement, parce que là, on a bien vu, une bouche qui devient un anus, bon, moi je veux bien, mais c'est peut-être pas tellement le propos de l'école, on peut le dire, enfin, à mon avis, c'est pas tellement. Par contre, on l'a fait littéralement, depuis. Mais c'est idiot, parce que bon, on peut le faire littéralement, c'est très bien, c'est une image qu'on peut faire, mais ça n'apporte rien à l'histoire des formes. On met
On met un sexe en érection à la place du nez, on met un anus ou un vagin à la place d'une bouche d'enfant, ça ne fait pas avancer le film biblique. Hein. C'est bien, ça peut provoquer, mais généralement ça ne provoque plus personne, sauf de quelques ligues de vertu. Mais où est l'apport plastique dans cette affaire? Il n'y a plus d'invention formelle. Alors ce qui est plus grave, c'est qu'on oublie complètement la recherche des formes. Je crois que... On oublie la recherche des Mais formes. quel est le rapport avec Deleuze? Deleuze est pas... Quel est le rapport? Pardon. Oui, oui. D'accord, vas-y, c'est bien. Mais quel est le rapport avec Deleuze? Enfin, je veux dire, Deleuze n'est pas du côté de cet art que tu sembles... Si, je joue sur les tables. Bah si, j'ai donné deux exemples. Attends, faut pas... Puis alors tout à l'heure, bon, moi je peux pas parler d'art parce que j'y connais rien et que je suis en pleine découverte. Mais là, il se trouve que sur Dailymotion ou sur YouTube, il y a quelqu'un qui a mis en ligne un cours de Deleuze. Vous le saurez certainement mieux que moi, où il parle justement de l'art, où il commence avec ses étudiants à réfléchir sur l'art. Et quand tu dis tout à l'heure que Deleuze n'y connaît rien en peinture, mais il le dit lui-même qu'il n'y connaît pas grand-chose. Et alors ce qui est très drôle, c'est qu'il commence son cours en disant « je n'y connais rien ». Vraiment, je suis, voilà, je ne connais pas grand-chose. Et alors après, ça part dans tous les sens, et là tu t'aperçois qu'il a effectivement, peut-être ses peintres, peut-être, mais Deleuze de toute façon a ses philosophes, il a aussi ses peintres, et c'est un discours, encore une fois, d'une modestie, et pas du tout un discours surplombant. Moi j'ai l'impression quand même que Deleuze, mais là encore je suis pas spécialiste, et je parle davantage avec ce que je sens, ou du peu que j'ai lu de Deleuze, mais il me semble bien que Deleuze, encore une fois, va essayer... Alors, un discours littéraire, je ne crois pas, certainement pas. D'abord, c'est un philosophe, donc c'est pas un littérateur. Et il me semble que Deleuze essaie, puisqu'il est philosophe, de sortir l'art d'un discours qui a été tenu par une certaine philosophie et qui a justement... un petit peu mépriser l'art au profit de sa supériorité. Bon, c'est tout con ce que je dis, c'est rien de... Enfin, oui, il me semble, quoi, vraiment. Vraiment. Bon, d'abord, il est très littéraire, il a même voulu être Non, il écrivain. n'est pas littéraire, il est philosophe, un littéraire. À ce moment-là, si c'est le grand mélange, si la philosophie, c'est la littérature, si la littérature, c'est la peinture, allons-y. C'est pour la lucidité de ce qui est retransmissible. Si tout le monde parle ensemble... Là, je te réponds. Je laisse la parole tout de suite après. Enfin, je veux dire, là, je tiens... Tu as avancé trois choses qui paraissent tout à fait... Un minimum d'ordre. Donc, c'est moi quelqu'un d'autre qui donne la interviendra. parole. Je donne la parole à Nathalie qui conclut son intervention. Tu lui répondras. Si quelqu'un d'autre a parlé, y compris moi-même, on le fera. Mais si l'on parle l'un sur l'autre, il est très contestable. J'allais lui répondre. Personne ne comprendra. Je sais pas. Tu avais fini, Nathalie, tu avais fini. Non, oui, non, c'est simplement ça. Bon, encore une fois, je n'ai pas du tout un discours de spécialiste et de connaisseuse, pas du tout. J'ai tout à apprendre là-dessus, mais moi, il me semble, moi, je ne peux parler que de moi, quand je vois des tableaux, enfin, je veux dire, le jaune de Van Gogh, c'est le jaune de Van Gogh. À un moment donné, tu dis, il n'y a pas de jaune Van Gogh. Comment ça, il n'y a pas de jaune Van Gogh? En soi, ça veut rien dire. Non, mais ça veut dire quoi en soi? Je ne comprends pas cet en soi. Cette logique de la sensation, c'est aussi ce que l'art nous fait. Ce que l'art nous fait. Et le geste du peintre, c'est ce travail de la peinture, de la couleur qui lui est propre. Un jaune de Van Gogh n'est pas le jaune, par exemple, d'Auguste Renoir. Et moi, en ce moment, je lis beaucoup Auguste Renoir et ses écrits. Franchement, je ne sais pas si Deleuze en a parlé, mais Renoir, il voulait faire quoi? Simplement, vraiment, il parle de force, Renoir. Il parle de rendre la force de carnation d'une femme. Il parle, et il choisissait ses modèles pour... Enfin, ses femmes, il les choisissait, ou plutôt sa femme lui apportait ses modèles, en fonction de cette carnation qu'Auguste Renoir allait essayer de rendre. Donc, enfin, je veux dire... Bon, peu importe, là je parle beaucoup, pas du tout philosophiquement, c'est pas important. Tu sais qu'il y a un mot de Renoir que je n'ai pas retrouvé, qui est terrible, qui est même un mot pour Derrida, mais explosif pour les philosophes. Parce qu'il ne faut pas oublier que les impressionnistes, c'est très antilittéraire. Ça, on s'est bien gardé de le reprendre. De dire, qui, quoi? Les impressionnistes étaient très antilittéraires. Absolument, bon, tout à fait. Savoir ce que ça veut dire. Parce que sur Alice, c'est bien marqué. Alors, que dit Renoir? Il dit la littérature, ennemie née de la peinture.
Oui, Attends, je me souviens, je sais pas si tu vois. effectivement. Ennemi né de la peinture, ça veut dire soit un ennemi de toujours, un ennemi fraternel, un ennemi intime, un frère ennemi, enfin, un frère, c'est pas moi, et peut-être un ennemi né de la peinture elle-même, ce qui est tout à fait étonnant. Tout à fait étonnant. Bon, voilà, ça c'est un débat philosophique. Ouais. Mais quand tu dis qu'il n'y a pas de jaune, comment dirais-je, que ce jaune de Van Gogh, il est évident. Mais, encore une fois, quel jaune? Il y a 36 jaunes chez Van Gogh. Alors, bizarrement, on a l'unité. Il y a le jaune de Van Gogh. Un jaune des tournesols. Bah, il y a Il y a 36 un jaune dans il y a les plein de jaunes de tournesols. tournesol. En fait, il y a une gamme colorée, si on veut être honnête. Et cette gamme colorée nous saute aux yeux, parce qu'évidemment, le jaune domine. Mais c'est pas le jaune qui domine, c'est la tonalité en jaune, en ocre. Il fait que tout le monde dit le jaune de Van Gogh. Mais c'est parce qu'il y a une dominante jaune. Mais alors, Tu refuses et ça, quand ça n'est même pas- un petit peu le langage non spécialiste de Deleuze sur la peinture, c'est ça que tu C'est refuses. pas non, en là, fait. c'est non, là, c'est Il le ne sens tient commun. pas le langage spécialiste, mais il n'est pas spécialiste, il est Oui, en philosophe. tout cas, il se permet d'écrire Donc, sur la littérature arrêtons. avec son ambition de philosophe, sur la peinture, sur l'ambition de philosophe, ce qu'il n'aurait pas fait sur la musique, parce que là, la musique a sa connaissance Non, technique attention, Deleuze très précise. expliqué sur la musique. Non, non, hein. non, pas autant. Il a dit que ça lui semblait une des choses les plus Il n'a difficiles. rien écrit, il n'a rien écrit. Et en général, on Oui, écrit mais- sur les arts plastiques parce que c'est plus facile. Tout le monde écrit sur les arts plastiques. Hein. Qui n'a pas écrit sur les arts plastiques et sur la peinture? Quel est l'écrivain qui n'a pas écrit sur Tu la vas peinture et la vite, peinture? hein, dis donc, tu traces des autoroutes, hein. Mais Pas la qui- serpent. Mais alors que des gens comme Adorno, qui était musicien de formation d'ailleurs, aussi, savaient de quoi il parlait de musique évidemment, était d'autant plus méfiant à l'égard de ce qui allait prendre forme comme un tout à l'art, un art qui mélange les genres, mais qui est une loi du genre, à mon avis littéraire, encore une fois, d'œuvre totale, de recherche de l'œuvre totale, légitime pour un poète, encore une fois totalement légitime, et qu'on oublie comme une spécificité du poète. Et quand tu dis qu'un philosophe n'est pas littéraire, mais je ne connais pas un philosophe de formation littéraire qui ne soit pas, au fond de lui, soit un poète rentré, soit un romancier rentré, d'ailleurs ça le démange, ça ressort toujours dans son œuvre, et sa sensibilité littéraire est suffisamment grande pour que l'art littéraire en général soit sa référence comme art, et quantitativement, et qualitativement. Et Deleuze ne fait pas exception. Et ça se comprend, ça me paraît légitime. Et parce que, d'une certaine manière, on est plus formé en littérature, modestement, parce qu'on a tous été à l'école pour apprendre un peu à apprécier des textes dits littéraires, et on a continué. On a très peu de formation plastique, d'autant plus cette formation a connu une révolution qu'aucune autre forme d'art n'a connue, dans son enseignement et ses murs en porte-témoignage, qu'on appelle les arts plastiques, et qui tiennent compte des révolutions esthétiques les plus radicales, et parfois même les plus dogmatiques, au point de liquider purement et simplement bonne vieille peinture au nom d'une critique du passéisme, au nom d'une critique de la convention, de la tradition, alors que les autres arts, y compris les plus radicaux des années 60, les telkélistes qui ont supprimé, que je sache, plus d'une fois un certain nombre de règles de syntaxe, en tous les cas la ponctuation, sont revenus très étrangement à la ligne, si je puis dire, et sont revenus à une forme d'écriture qui pourrait paraître, après coup, très convenue. Mais là, dans l'enseignement des arts plastiques, on a passé en philosophie, dans une formation pas traditionnelle, mais classique, nos philosophes, nos grands philosophes, nos chers grands philosophes, n'ont pas d'ailleurs ce problème-là. Il y a une continuité entre la formation éternelle depuis Platon, renouvelée justement avec une réinvention extraordinaire, et puis nos philosophes contemporains. Mais la continuité se fait. En art plastique, il y a rupture. Et encore une fois, Klee et Kandinsky, si tu lis bien ligne, point, surface, enfin, le spirituel dans l'art également, on est très étonné de voir que lorsqu'il part du point et pour nous faire sentir la beauté plastique d'un point, enfin, ce qu'il n'appelle pas beauté, il parlera de résonance intérieure au point lui-même, il va falloir le regroupement d'un point, il faut le sentir comme un ensemble de pas. Et de pas d'une danseuse. On n'avait pas besoin de cet exemple-là. Pour nous faire sentir plus fortement un jeu de points et lignes, c'est des abstraits pourtant. Je peux te répondre par rapport à tout à l'heure, Oui. et surtout pour rebondir par rapport à ce que disait René. En fait, là, pour revenir à ce que tu disais sur Renoir, effectivement, quand il dit ça, mais il faut toujours se poser la question du sens des termes. Quand effectivement Renoir dit ça, c'est parce qu'il y a une espèce de... Et là, du coup, ça serait peut-être assez intéressant pour nous, c'est qu'il y a une espèce de psychologisme. En fait, quand Renoir s'attaque à la littérature en disant, en gros, la littérature fait beaucoup de mal à la peinture, il faut que... Bon, voilà. Il y a une sorte de psychologisme de la peinture que Renoir refuse absolument. Voilà, ça, je crois... Enfin, en tout cas, je lance quelque chose comme ça, je n'ai pas travaillé à fond, c'est du peu que j'ai lu.
Bon, quant à la musique chez Deleuze, effectivement, n'a jamais écrit sur la musique, mais ce que l'on sait, c'est qu'il en écoutait énormément et qu'il disait, d'ailleurs moi ça m'intéresse, parce que François Châtelet disait la même chose, c'est que ça lui semblait à Deleuze, et Châtelet dira de même, que ça semblait très très difficile d'écrire sur la musique. Vraiment très très difficile. Quand tu dis tout le monde a écrit sur la peinture, c'est pas la question. La question c'est comment on a écrit sur la peinture en philosophie à partir d'un certain moment. C'est toujours la question de l'histoire. On peut dire ce qu'on veut. Bon, mais je crois que tu es très... Voilà. Non, c'est une question de déterritorialisation, comme disait René. Il a absolument raison. Voilà. Alors après, que le philosophe ne soit pas un spécialiste en peinture et en musique, bien sûr, comme le dit très simplement Deleuze, il a déjà tellement de travail à faire en philosophie. Mais en quoi il n'aurait pas le droit, justement, de dire quelque chose sur la peinture? Ça serait quoi, ce truc? Apparemment, il a pris le droit de l'écrire. Encore une fois, je n'empêche personne, mais j'essaie de voir ce qui a été fait. J'essaie de voir ce qui a été fait. On ne va pas se mettre à genoux parce que Deleuze a écrit sur la peinture. Là, tu défends Deleuze, très bien. Mais oui, parce qu'il est injustement attaqué, en plus, sans problématiser les choses. Très rarement, même jamais. Et la plupart des plasticiens sont tellement contents d'utiliser les philosophes, c'est même une spécialité de la formation des gens d'art plastique. Tu n'aimes pas les philosophes, on le sait. Ça, j'aime pas les philosophes. Oui, la dernière fois, tu as dit que tu te méfiais énormément de la philosophie. J'aime trop, mais bon, c'est pas grave. Un mauvais procès. Donc, sur la question. J'aime trop la philosophie. Peut-être sur la question. Je voudrais introduire une autre question, avant de donner la parole. Mais juste parce que il semble que dans ce qu'on peut appeler tes exclusives que tu fais à l'égard de la critique, de certains points de la critique deleuzienne, tu exclus la signification de peindre les forces, qui était incontestablement un point central, sinon le seul, sinon le point central, dans son livre sur Bacon. C'est le chapitre 8 qui s'appelle « Peindre les forces », page 40, c'est page 39 de l'édition originale. Alors, et il dit justement qu'un des points fondamentaux de la peinture, c'est de peindre ces forces invisibles. Est-ce que c'est... Je vous renvoie au texte parce qu'il est très intéressant, mais on n'a pas ici le loisir de l'analyser, mais peut-être est-ce moins littéraire que tu ne penses, c'est-à-dire ça appartient aussi, cette idée appartient très bien au texte littéraire. C'est Van Gogh, tu le trouves en permanence, cette intention de perdre les forces. C'est Glaise, par exemple, aussi, qui a dit le problème, je crois que c'est Glaise, si je ne me trompe, ou peut-être un autre, qui a écrit que le problème de la peinture contemporaine, c'était de peindre ce qu'il appelle la quatrième dimension. La quatrième dimension, c'est précisément quelque chose qui n'appartient pas du tout à la surface plane, ni à la surface cubique, puisque c'est quelque chose qui est justement, sinon la force, du moins le temps. La quatrième dimension, c'est précisément ce qui échappe, ce qui fait partie de ce complexe espace-temps que et également dans un domaine qui est un peu extrapictural, des artistes comme Marinetti en Italie ont exprimé aussi comment peindre la vitesse. Et cette idée de peindre à la vitesse est très constante dans l'intention explicite des peintres contemporains. On ne peut pas exclure cette idée-là. La vitesse n'est pas une force, mais c'est précisément quelque chose qui n'appartient pas à... Elle est visible d'une certaine manière, mais elle n'appartient pas à la représentation générale de l'art classique, puisque le mouvement est toujours arrêté. Vous voyez la célèbre analyse dans un domaine qui est très très proche de Freud sur Michel-Ange, sur la statue de Moïse, et dans le mouvement arrêté, et son idée très intéressante que c'est un mouvement arrêté, justement, c'est la fin d'un mouvement, donc le moment où il peut entrer dans l'art plastique. Mais le mouvement lui-même ne peut pas entrer. Mais toutes les préoccupations des expressionnistes, de l'école de Kirchner ou autres, ou enfin d'autres, Kandinsky aussi,
du Blauer Acteur, ça a été, entre autres, et aussi d'ailleurs les publics, de peindre justement le mouvement, de peindre la vitesse, de peindre le temps, justement, qui n'est pas visible, de le peindre, il commence par dire de peindre la pesanteur, par exemple, puisque justement il prend un exemple chez Millet, et la façon dont on sent la pesanteur, de la manière dont les paysans portent les pommes de terre, chez Van Gogh aussi, et le mouvement des cyprès, le vent totalement invisible et totalement visible dans les cyprès de Van Gogh, ou dans ses corbeaux noirs, ou dans ses blés, et Artaud, qui a remarquablement exprimé et traduit littérairement, cette fois, dans son texte sur le suicidé de la société. Donc, exclure cette possibilité de la peinture, à mon avis, est un peu paradoxal. Voilà tout au moins la question que je te posais. Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe à rejeter de la peinture son intention, peut-être outrée, mais qui n'est pas du tout métaphorique, de faire entrer dans son, puisque je reprends ton terme, dans son plastyle, dans son élément proprement pictural, ce qui ne lui appartient pas, comme temps, vitesse, mouvement, etc. En ce qui concerne les forces, il y a une expression qui effectivement est utilisée par les cubistes et les futuristes, qui est la ligne de force. Une composition doit être parcourue par une ligne de force, donc supposée intense. Mais c'est donc des rapports qui sont mis en ligne, ils forment une ligne parce qu'ils sont associés. Un rapport, c'est une association d'éléments plastiques, un accord de ton va s'intensifier parce qu'il y a accord, deux angles, deux plans, on peut les sentir dans une composition, plusieurs, dans tout est accordé dans une composition. Et ça crée d'autant plus d'intensité que c'est accordé. Le problème de la peinture, c'est qu'elle est souvent figée dans une reconnaissance gestaltiste, c'est-à-dire qu'il y en a une forme, au sens de la gestalt, ça devient une forme prégnante qui écrase. Cette dynamique propre à la plastique, toute cette force à l'intérieur de la plastique. Mais la force spécifique de la peinture, parce qu'il faut quand même parler de la force de la peinture, sinon on parle de tout ce qu'on veut. Il y a de la force partout. D'ailleurs, on a vu la force chez Leibniz, force plastique. Surtout que la notion de plastique, effectivement, platonicienne, on la trouve chez Leibniz, a été reprise évidemment par Malabou, plasticité, et puis elle a quand même défini un espace de recherche moderne, et elle a même contribué à clarifier un peu les notions de certains abstraits, comme Mondrian. Mais c'est les rapports qui engendrent les forces. C'est pas, comment dirais-je, l'expression d'une vitesse. Par exemple, la vitesse ou le mouvement en peinture, bon, ça n'a pas grand sens, effectivement, puisque c'est supposé être un art statique, mais il y a ce qu'on appelle un rythme dans une peinture, dans une sculpture. Il y a un rythme. Qu'est-ce que c'est qu'un rythme ? Eh ben, c'est justement une dynamisation des rapports plastiques. C'est-à-dire que les rapports s'enchaînent avec une telle force, les drapés de Phidias, ou je sais pas moi, ou même les papiers découpés de Matisse, sont tellement dans leur intensité de mise en place, qu'il a cherché très longtemps, avec des découpes particulières, qu'il a retravaillé, parce qu'il découpait comme ça, mais il les reprenait. Il mettait une halle, enfin, sans mettre une halle dans un coin, et il y a une intensité colorée, il y a un contraste très fort, il y a un rapport au fond, et au format aussi, et puis d'un seul coup il y a une dynamique qui se crée, il y a un mouvement, il y a une vitesse, mais c'est une vitesse plastique, ça n'a rien à voir avec ce que disent les futuristes, il ne s'agit pas d'imiter la locomotive ou je ne sais quoi, mais bon. Alors la quatrième dimension, c'est vraiment une tarte à la crème que Duchamp a largement utilisée pour nous amener, alors là, c'est d'illustrer la physique contemporaine. Il y a des historiens qui nous ont expliqué que les peintres ont découvert le monde microscopique, évidemment, voire le monde des quantas, avec l'abstraction. Ça nous fait une belle jambe, évidemment. On peut trouver des représentations, c'est des illustrations d'artistes, mais c'est quand même très étrange de voir que la peinture doit toujours être comprise dans un autre système de reconnaissance cognitive, dans un autre champ de savoir ou de connaissance. C'est-à-dire que la peinture, elle est intéressante, on va la comprendre, parce qu'elle n'a pas créé de forme, ou du moins on s'en sert quand même largement, hein, dans la mode et dans la décoration, enfin, on l'oublie un peu, et on dit à la fin, voilà, ces peintures pures qui surgissent quand même, elle va nous renseigner sur le monde. Alors, soit le monde des hommes, soit le monde de la matière, et voir le monde des philosophes. Et puis, en fin de compte, ça fournit aussi des concepts pour penser à un philosophe, etc. Moi, je crois que la force doit être spécifique en peinture. Donc, je ne refuse pas, évidemment, la notion de force. Et d'ailleurs, j'ai fait un travail, je te présenterai un jour, sur la forme chez Nietzsche. On pourrait s'attendre à ce que Nietzsche soit un penseur de la force artistique en peinture. Pas du tout. Il définit la forme. Et cette forme-là est reprise par Heidegger, qui sépare la force et la forme,
et s'intéresse à la forme, et il est peut-être vrai aussi qu'il avait peut-être affaire à des peintres qui étaient plus lucides, qui parlaient plus ou tout au moins, il y avait quelques exemples sous leurs yeux, pour parler, et je sais que Nietzsche n'a pas beaucoup parlé de peinture, hein. Il serait plutôt emprunt de se laisser porter par un mouvement, hein, un flux, etc. Non, il a parlé de forme, pour la peinture, justement. Alors ça, il faudrait que je te donne... J'ai fait un travail là-dessus, et Heidegger a insisté là-dessus. Ce qui fait que moi, je me situe plutôt, ce que j'ai esquissé, je reconnais que c'est allusif. Heidegger ne parle pas beaucoup de la force, il parle de la présence de l'implantation. Oui, justement, il parle de la forme. Oui. Mais chez Nietzsche, et Nietzsche lui-même parle de la forme, et les deux peuvent se conjuguer. Mais de quel peintre visait Nietzsche? Voilà, c'est encore autre chose. Oui. Enfin, s'il avait en tête... Qui avait-il comme modèle? Je ne sais pas si Böcklin était... il y avait Raphaël à un moment donné. Si, je ne sais pas quand, il est plutôt vers 19. Böcklin est cité par Husserl, mais à titre simplement d'exemple, il n'en fait pas une analyse ni un état particulièrement d'analyse, une étude esthétique. Il le cite comme une pure référence, et on ne voit pas très bien ce qu'il veut dire, à part le fait que ce sont des figures. Des figures représentées par un peintre, mais il ne tient pas compte justement de cette puissance expressive qu'il y a chez Böcklin, qui, dans certains tableaux, a énormément justement de possibilités d'évoquer les forces cosmiques. Et c'est ça le terme de cosmique, par exemple. Tu ne l'as pas utilisé. Deleuze l'utilise assez souvent pour le cosmique, signifiant justement l'ensemble de ces forces qui sont à l'œuvre dans l'œuvre peinte. C'est-à-dire qu'il y a un rapport, non pas à la représentation humaine, mais à l'ensemble du monde dont il fait surgir ce qu'en un terme générique on peut appeler les puissances, les forces ou les puissances au sens spinoziste. Et donc je crois que ça, il y a ça quand même, et tu ne rends pas justice à Deleuze, à mon avis. Je sais que tu ne mets pas l'accent là-dessus, parce qu'il a essentiellement insisté à plusieurs reprises là-dessus, sur cette possibilité qu'a l'art, et la peinture en particulier, d'éveiller, de traduire, de porter à la sensation proprement dite, c'est-à-dire à l'immédiat du ressenti, ces puissances qui existent, mais auxquelles nous risquons parfois de ne pas être du tout sensibles. Qu'est-ce qu'il y a comme autre question? Si je vous ai pas... Il est pas. Trop. Constantin. Trop braqué. Non, moi, personnellement, mais là, c'est dommage, je suis sûre qu'il y a des gens qui ont plein de choses à dire. Bien ici. Mais moi, non. Et si. Non, regardez la voix, regardez, tout le monde m'entend, même vous. Mais moi, je parle, mais je parle sans connaissance, hein, mais on est à Paris 8 heures, on est suffisamment de grands philosophes qui n'ont pas besoin d'être spécialistes pour en parler. Mais en fait, moi, c'est cette question de la logique que je trouve intéressante, et dans ce titre, logique de la sensation. C'est bien poser une certaine logique contre une autre. Et comme vous le disiez, c'est aussi à ça que nous amène peut-être, bon d'accord, dans un langage peut-être beaucoup trop philosophique, beaucoup trop conceptuel de la part de Deleuze. C'est vrai que, par exemple, pour ce cours-là qui est en ligne sur YouTube ou Dailymotion, là, c'est vrai que le côté conceptuel de Deleuze est parfois très abstrait, c'est bon. Ça peut être une critique à apporter, mais ce qui est intéressant, c'est cette autre logique que peut-être là, la philosophie, dont la philosophie n'est pas capable de rendre compte. C'est aussi ça je crois que l'hommage que fait Deleuze à une certaine peinture, puisqu'il choisit, c'est que vraiment la philosophie, elle passe à côté des dimensions, ou de certaines dimensions de la vie, en tant que discours, et qu'il y a d'autres discours qui sont absolument nécessaires par rapport à votre séminaire, par rapport à une prise en compte des richesses de la vie ou voilà, bon.
Voilà, c'est un peu ça, c'est que moi, enfin, en tout cas, ce que je vois chez Deleuze, c'est, mais bon sang, la philosophie, ou une certaine philosophie, est vraiment passée à côté d'une autre logique de la vie. Voilà, bon, on rencontre ça ailleurs. Bah, un petit peu pour ce que dit, un peu pour être en accord avec Thierry, c'est vrai que pourquoi des peintres, par exemple quelqu'un comme Renoir, il ne cesse pas de critiquer les intellectuels, ces intellectuels, même de ses enfants d'ailleurs, il ne voulait absolument pas que ses enfants aillent à l'école, il avait une terreur totale de l'intellectualisation. Renoir. C'est vrai qu'il y avait une grande méfiance de la part, en tout cas, de ce peintre-là, vis-à-vis d'un certain type de discours, parce que c'est toujours cette chose, c'est qu'on passe à côté de la vie, d'une certaine dimension de la vie, et que l'intellectuel tue. Non, c'est pas. Ce que je... C'est Non, pas mais attends, je te raconte. Mais c'est pas un procès en intellectualisation que les. Oui, non, mais là, je te parle de Renoir. Je suis pas en train de généraliser. Non, les peintres non, mais, oui, mais moi, je ne dis pas les peintres parce que je n'ai pas de culture. Voilà, je n'ai pas de culture. Je suis aucun impressionniste. Une pauvre bourgeoise, je lis au fur et à mesure. Donc je te parle vraiment de ce que dit Renoir. Et de ce point de vue-là, de ce côté intellectualisant, c'était sa grande méfiance. Voilà, qu'il avait même dans sa vie très pratique. Hein, d'ailleurs, il ne supportait pas de... Enfin, il ne fréquentait pas des intellectuels, voilà. Il fréquentait des gens simples, et même si c'était des grands peintres, ce n'étaient pas des peintres qui intellectualisaient. Donc il y a ce risque aussi avec l'intellectualisation ou un certain type de discours, de passer à côté d'une forme de richesse que la philosophie n'a pas été apte, ou qu'une certaine philosophie, parce qu'il faut toujours être nuancé, n'a pas été apte à rendre compte dans son discours. Malgré tout, je crois, avec... moi, je ne suis pas deleuzienne, je ne sais pas ce que c'est, mais malgré tout, avec toutes les critiques qu'on peut accorder à Deleuze, je crois qu'il y a quand même ça, cette tentative. Et il n'y a pas que lui, parce qu'on devrait parler de René et de Guillaume Kungel, entre parenthèses, mais bon. Voilà, c'est juste pour... de ce point de vue-là, c'est peut-être ça que tu reproches à Deleuze, c'est d'intellectualiser, non? Non. Je lui reproche de s'intéresser à autre chose, à jouir d'autre chose que ta peinture, à jouir des images, à jouir même de sensations colorées, pourquoi pas? Jouir? Bah, jouir. Heureusement qu'on jouit, bon. Non, mais le problème, c'est qu'il ne jouit pas tant que ça de la peinture elle-même, puisque lorsqu'il en parle, la manière dont il jouit de la peinture, il glisse tout de suite sur autre chose. Ou là, moi, je le laisse, là, je vois qu'il part ailleurs. Il part ailleurs, c'est-à-dire d'un seul coup... Tu ne peux pas contrôler la jouissance de chacun. Ah mais si, le peintre, il arrive à jouir, bon, comme les artistes, dans une forme délimitée. Il est obsédé par ça. Lorsque Cézanne disait « il ne faut pas tomber dans la littérature en peinture », c'est pas des gens qui dénonçaient l'intellectualisation, la théorisation à outrance. Ils dénonçaient ce dont ils venaient à peine de se libérer, la domination thématique en peinture, la domination donc, du grand sujet, du sujet noble, mais aussi de la lecture, tout simplement, de toute forme et de toute image, dans le registre littéraire, c'est-à-dire dans le poème narratif, dans le texte. Il fallait libérer cela. Et, encore une fois, il faut avoir à l'esprit, je l'ai évoqué, à quel point la révolution du Champienne est une restauration de la littérature contre la peinture, puisqu'il a joué délibérément, il l'a pourtant dit, que les peintres étaient des idiots, des imbéciles. Il a joué, effectivement, l'anti-intellectualisation à l'envers, en disant, bon, être comme un peintre, parce qu'il se laisse guider uniquement par des sensations pour le coup, mais c'est surtout qu'il a voulu introduire la méthode d'un littéraire, comme, comment s'appelle-t-il, Roussel, la méthode, le registre, la dimension d'une écriture tout à fait extraordinaire. Mais, enfin, il a joué ça contre les cubistes, dont il était issu. Il l'a dit clairement, c'est bizarre qu'on ne retienne pas cela. Il l'a dit également en utilisant par exemple la métaphore extraordinaire de tube de littérature. Il faut injecter de la littérature en tube. Et c'est de la vie. C'est pour ça que j'avais dénoncé la vie aussi, qui a partie avec la littérature, dans l'anti-art. C'est toujours au nom de la vie qui n'est pas assez grande dans la peinture. Les pauvres peintres n'ont pas assez bien compris la vie, ils sont limités, surtout au XXe siècle. Ils ne sont pas dans la vie, ils ne sont pas dans la vitesse, ils ne sont pas dans l'ouverture, même dans l'ouvert. On verra bien l'ouvert de Rilke aussi. Et donc il faut en sortir de la peinture, parce qu'on en est sorti littéralement. On y a mis plein de choses dedans, et en plus on en est sorti. Puis on l'a même condamné. Et puis on a même fait, comment dirais-je, un processus de destruction concertée de la peinture, délibérée. C'est le projet de Duchamp, il l'a clairement dit. Et des dadaïstes qui étaient des anticubistes. Donc il est quand même étonnant de voir cette haine de la peinture, et cette anti-peinture à l'œuvre, qu'il ne faut pas et au nom de la littérature, et venant des poètes. Parce que les dadaïstes, c'est des poètes. Et les futuristes, c'est des poètes aussi. Alors il y a eu quelques peintres futuristes, mais qu'est-ce que c'est le registre futuriste? C'est du cubisme. Un peu littéraire, au fond, avec des machines, mais c'est le même registre formel, on le sait bien. Alors, Boccioni a fait des formes extraordinaires,
en mouvement, d'espace, etc. Très bien. Mais lorsqu'il s'agit d'exprimer la vitesse véritablement, là je ne crois pas que ça soit plus dynamique que n'importe quelle composition dynamique en général dans l'histoire de l'art. Là, de ce point de vue, c'est un échec total, et ça ne peut pas être autrement. Ou alors il faut faire effectivement comme l'ont fait les précurseurs de Calder, que sont, comment s'appelle-t-il, j'ai oublié son nom, un constructiviste, effectivement des sculptures en mouvement, délibérément, même si ce n'est pas certain non plus que le registre formel soit très novateur. Là, on fait carrément bouger, comme ça, on a le mouvement, littéralement. Encore une fois, le mouvement en peinture n'est pas essentiel dans l'invention des formes, parce qu'il s'agit d'inventer des formes en dernière instance. Et quand on invente une forme, un registre, avec des drippings, tu sais qu'il y a du mouvement pour faire un dripping, et on le sent le mouvement. Oui, mais on a un registre éclaté, de rythme incroyablement condensé et ouvert, qu'il a cherché parce qu'il avait le sens de la composition et du rythme, en soi et absolu. Ça ne veut pas dire qu'il faut justifier l'art d'environnement, ce qu'a fait Alan Caproff. Pollock, à l'art d'environnement, Alan Caproff s'est appuyé, c'est quand même un comble, s'est appuyé sur Pollock, dans sa manière de faire, dans sa gestuelle, pour sortir de la peinture et dire qu'il en est l'héritier. Si encore il ne disait pas qu'il en était l'héritier, mais ils le disent. Et tous les écrivains cautionnent. Et vraiment, beaucoup d'écrivains, philosophes ou non, cautionnent. En général, cette chose, d'autant plus qu'ils partagent la même approche que celle de beaucoup d'artistes contemporains qui, en fin de compte, sont parfois aussi éloignés de la peinture. Il faut bien dire, parce qu'ils n'ont pas une formation très forte. Quand on a agrégé d'art plastique, dans les années 70, quand ça s'est mis en place, on pouvait très bien ne pas savoir justement ce qu'est un subjectile. Pratiquement n'avoir jamais tendu une toile, et c'est pas nécessaire de peindre d'une certaine manière. C'est plus nécessaire de peindre. Donc on a quand même une radicalité qui me paraît bien plus grande que la mienne, que je sache. Moi, je ne refuse pas systématiquement l'anti-art. Je dis que l'anti-art n'est pas à sa place. Il n'est pas l'héritier de la peinture et de la sculpture. Ou l'anard, ou le dadaïsme, ou le dadaïo-capitaliste, comme on veut. D'autant plus qu'il commence à ennuyer beaucoup de monde depuis 40 ans, ce geste critique éternellement repris et qui intéresse ce qu'on appelle maintenant les nouveaux riches, enfin les new rich, qui sont les prescripteurs, les grands collectionneurs prescripteurs de l'art contemporain aujourd'hui. Et c'est cet art-là qu'on a encore. Un art de la vitesse, vous voulez de la vitesse, vous allez en voir, de la vie, de l'intensité, ils sont dans l'intensité de la toute-puissance. Vous avez une puissance extraordinaire qui est celle de la domination du monde, et on sent ces œuvres qui peuvent s'inviter à la conciergerie, qui peuvent aller à Versailles, ils ont tous les pouvoirs. Il ne faut pas confondre avec la lutte des impressionnistes ou des cubistes qui avaient contre eux tous les pouvoirs à l'époque. Encore une fois, mon dogmatisme n'est que le reflet très pâle du dogmatisme auquel on a affaire, que j'appelle le totalittéraire, parce que c'est aussi quelque chose de solidifié, de structuré et de naïf à la fois, selon moi. C'est un mode d'appréciation spontané. On est déjà dans la littérature. Il est plus difficile d'être dans la peinture. Pas dans la grande, mais on est toujours un peu dans la littérature. C'est très facile. Dans la littérature, je la trouve très proche de la vie, personnellement. Moi, je laisse la vie à la littérature. Je n'ai pas besoin de la vie pour aimer la peinture. Je la laisse à la littérature. C'est même un art spécialisé dans la vie. D'ailleurs, il ne parle que de ça. Proust, Céline, tu vois, il ne parle que de vie. Et évidemment, dans une magnifique langue, et dans une prosodie qu'il soit, que ce soit Proust ou Céline, ils travaillent leur langue. Ils travaillent leur langue de manière incroyable. Thierry, la forme compte chez les écrivains. Avec René, ça fait 2 ans qu'on travaille sur le concept de vie. Qu'est-ce que c'est que la vie? Qu'est-ce qu'on entend par vie? Enfin, je veux dire, là, il faut faire très attention. La vie chez Zola, c'est pas je suis intervenu là-dessus. Voilà, non, mais bon. Je vais opposer plastique pur et vie. Puisque tu es là depuis 2 ans. Je suis intervenu là-dessus. J'ai opposé plastique pur et vie. Donc, si j'ai utilisé le mot de vie tel que des anti-artistes comme Klein, Alan Caproff l'ont utilisé, tout en gardant, ou les actionnistes viennois, tout en gardant le mot peinture quand même. Ils en sortaient délibérément. C'est ça que j'avais mis en évidence. Alors, je crois que tous les termes de la vie peuvent fonctionner, enfin tous les sens. Évidemment, j'avais exposé ça, et difficile de faire référence à ce qu'on a exposé. Mais c'est archivé, tu peux regarder ce que j'ai dit sur la plastique pure. J'ai pris en considération, plus avances, tu tomberas à un moment donné sur la vie, pas au début, sur la vie, où je définis très précisément ce qu'est la vie chez les uns et les autres, au nom de laquelle on remet en question la peinture. C'est quand même extraordinaire. Au nom de laquelle on remet en question la peinture. Et pas n'importe laquelle, la plus moderne même. Picasso, etc. C'était le fils de peintre abstrait, Klein. Bon, merci infiniment. Et pour conclure, je reviendrai sur le début très original de ta présentation, qui, elle, à cette fois est très littéraire, justement. Ah oui, mais qui n'a pas été enregistré. Et oui, c'est être pris dans le rêve d'une jeune fille. Ça fait beaucoup penser, le début, à la Vénus d'Île de Théophile Gautier, puisque la Vénus d'Île de Théophile Gautier, c'est l'histoire d'un homme qui passe à une statue dont il devient amoureux
une bague de fiançailles au doigt et on le retrouve mort parce que la statue, qui était une véritable statue de marbre, ou de bronze, je ne sais pas, mais de marbre, je pense, est tombée, est tombée de son haut et l'a écrasée. Et également, à une nouvelle dont je ne me rappelle plus le titre, et que peut-être vous avez la possibilité de me rappeler, de Henry James, qui s'appelle le... Il y a le mot portrait dedans. C'est pas la femme au portrait, mais c'est le portrait dans un miroir ou quelque chose comme ça. C'est une histoire qui est très tragique de la vie que prend un portrait. Donc, moi, personnellement, j'aurais tendance à interpréter ces histoires, non pas comme des allégories au sens propre, mais malgré tout en leur donnant un sens que j'appelle, moi, personnellement, allégorétique ou allégorésique, c'est-à-dire qui, quand même, fait penser à une histoire signifiant l'importance de la peinture, et en particulier du portrait, que l'on voit aussi dans Proust, avec l'amour de Swann, qui se cristallise sur Odette au moment où il découvre en elle un profil florentin ou vénitien, je ne me rappelle plus. Quoi qu'il en soit, la peinture n'est pas quelque chose qui est un objet présenté avec une représentation froide, mais elle a une force qui est une force directe, intense, qui s'adresse depuis elle à l'individu. On pourrait dire à ce moment-là que c'est la peinture qui regarde, le portrait qui regarde, que c'est lui dans quoi que toute la vitalité qui n'existe pas dans le caractère très fugitif et imparfait des formes humaines va se concentrer, ce que l'on voit d'ailleurs, ce dont parle Deleuze d'ailleurs aussi dans son étude sur Bacon, au moment où l'on étudie le caractère religieux de l'icône, etc. Ici, il ne s'agit pas tellement des icônes, mais quelque chose qui est plus directement transportable sur une œuvre d'art, sur un portrait en particulier, qui prend en lui toute l'intensité des forces de la vie et auquel on est amené à se référer pour saisir la réalité elle-même. Donc une sorte de transformation, de mouvement inverse qui ne va pas de la réalité à la peinture qui l'imite, qui est la position platonicienne, mais par un renversement qui va de la peinture à la réalité qu'elle consacre, ou qu'elle domine, ou auquel elle impose sa forme. C'est ça que je verrai. Je ne sais pas si c'est ce que tu vois dans ton rêve. J'ai écrit des dizaines de pages sur la peinture dans la littérature, dans le roman. Je te donnerai la parole pour qu'en conclusion, tu explicites un peu ce que tu as mis dans être pris dans le rêve d'une jeune fille. Moi, c'est ce que j'y ai vu, ce que je viens d'exposer, c'est-à-dire la force supérieure que la peinture ou la représentation picturale peut avoir sur la vie. C'est-à-dire c'est l'art à ce moment-là qui l'emporte et qui nous révèle la vie telle qu'elle est, loin qu'il n'en soit qu'une pâle imitation. Mais je ne sais pas quel est ce que tu veux dire, toi, dans ton texte. Tu as raison, effectivement, de préférer cette nouvelle de la Vénus d'Île, qui est elle-même inspirée, je m'en suis inspiré, d'un conte anonyme qui remonterait au moins au Moyen-Âge, mais aussi semble venir directement de l'Antiquité, et qui raconte l'histoire justement de sculptures animées, parce que c'est une grande chose de l'Antiquité, ça, ces sculptures tellement vivantes, sculptures de Dieu, qu'elles sont animées. Elles sont donc un peu fantomatiques, elles sont animées d'une vie propre, et une vie propre qui peut, comment dirais-je, saisir par la suite le vivant, le mortel. Et on a l'idée comme ça d'une Vénus aussi qui tomberait amoureuse d'un homme et interviendrait dans son ménage, des choses comme ça. Un conte donc un peu avant celui de la Vénus d'Île. Moi j'ai simplement fait une esquisse, mais je vais développer bien ailleurs, une archéologie de Nadja, ou de la jeune fille ou de la femme, comme allégorie au contraire d'Antiard,
c'est-à-dire si tu regardes un personnage conceptuel du dadaïsme vivant, d'une jeune femme sexuée, c'est quand même la mariée, la jeune femme déshabillée par ses vêtements, et Dieu sait qu'on a glosé sur cette fiancée, surtout encore vierge, et avec toutes les formes de transgression possibles, mal armée ou non. Enfin, il y a l'hymen de Derrida qui fonctionne là-dessus, il y a tout un jeu de la femme et de l'œuvre, en particulier de la peinture, de la carnation, de la peinture, mais qui n'a rien à voir avec la peinture, à mon sens. En tout cas, définie comme plastique, tel que Léger, d'ailleurs, parle de plastique, hein, plus que de quatrième dimension, ou Glaise parle de plastique. Il faut déjà unifier, ce que j'ai fait ailleurs, unifier les théories plastiques des peintres, c'est-à-dire l'utilisation du mot plastique, notamment chez les Français, beaucoup plus que les Allemands, ils sont très intéressants pour cela, ils sont plus clairs, ils n'ont pas justement trop de liens avec une certaine forme de théosophie, ou de choses de cet ordre-là, ils sont loin du romantisme également, et donc ils ont la possibilité, parce qu'ils ont aussi inventé la modernité, plus que les Allemands, enfin une modernité justement non symbolique, et à partir des impressionnistes, on a donc un discours qui s'est théorisé, on a Glaise, on a des gens comme ça, on a même Matisse a pu dire des choses, Cézanne qui a inspiré Heidegger, je parlais d'un Heidegger qui comprenait la forme à travers Cézanne, tout en invitant Nietzsche par la suite, sur lequel j'ai fait des choses, j'ai écrit quelques textes. Il y a, pour finir, la possibilité de montrer, les études littéraires, là, se sont formidablement développées depuis quelques années, mais je l'ai un petit peu traité sur quelques dizaines de pages, à savoir la fonction ou le rôle de la figure du peintre dans le roman. C'est affligeant, c'est catastrophique, du portrait aussi. Mais alors là, il y a énormément de choses à faire. Mais quels que soient les écrivains, enfin, il y a très très peu. Alors bien sûr, on a le fameux Frénofer, Toi, quand tu as fait tes Derrida, tu as eu l'intention d'imposer les vrais Derrida aux Derrida en chair et en os. Oh, bah, c'était pour... Non, je n'ai pas dit ça, mais il fallait bien que je traite de la Derrida en peinture. Moi, on me demande de monter sur scène, c'est Derrida. Bon, cette histoire-là est toujours assez théâtrale, parce que n'ayant pas de lieu, ça a peut-être changé avec la Fondation Maille. Enfin là, c'est encore une vidéo qui me permet de m'exprimer. Il y a une vidéo de moi avec Jeff Koons, où je parle, je suis obligé de lire un texte. Ça me convient bien, j'ai beaucoup Derrida. Quand je lis un texte de Derrida qui est Spectre de Marx, mais qui est le début de Derrida et qui est extraordinairement vivant, puisqu'il s'agit, qu'appelle-t-on vivre enfin? Mais d'autre part. Bon, alors moi, je vais parler dans une mise en scène théâtrale de tableaux, de choses comme ça, de portraits. Il fallait que je parle de vérité, du pain, du corps, etc. Mais c'est lui-même qui avait, d'une certaine manière, été lui, dans une interprétation. Il aimait la peinture d'une certaine manière, mais il faut reconnaître qu'il aimait beaucoup la vie, au sens quand même littéraire, c'est-à-dire que tout faisait sens pour lui, mais vraiment tout. Donc un portrait, parce qu'il aimait quand même la peinture définie comme ça. Il aimait la forme aussi lorsqu'elle avait quelque chose d'irruptif, parce qu'il y a deux, bien sûr. On aime cette irruption, c'est un moderne. Mais d'une certaine manière, il peut se laisser aussi séduire par des jeux de supports, des supports brûlés, avec tout un jeu de disparition, etc. Mais lui-même étant pris dans un jeu avec son corps, il a été séduit par cette logique-là, bien évidemment. Il a fallu donc un peu esquisser quelques éléments théoriques sur ce point, mais ça devenait une histoire qui nous a évidemment emmenés dans certains... Mais dans ce domaine de l'art du portrait, de l'art contemporain, j'ai à l'esprit présent deux exemples uniquement parce que je n'en vois pas d'autres, à part Francis Bacon, Oui. Mais c'est celui de Giacometti avec le portrait de Jean Genet en particulier, mais d'autres aussi qui sont pris dans un réseau. On voit apparaître le portrait dans un réseau. Et celui de Fromanger, puisqu'il en est question avec Deleuze et Guattari, il a fait leur portrait, mais où il les prend dans une série de vibrions. Je dois dire que, bien que connaissant Fromanger, je ne suis pas un admirateur particulier de ce qu'il fait. Mais quoi quand c'est notre question, mais c'est cette signification, quelle est la valeur de ces j'appelle ça des vibrions, parce que à l'intérieur desquels est pris Félix Guattari, Deleuze, Guy Auquinguem aussi, il en a fait un portrait comme cela, on dirait des nouilles qui sont mais tandis qu'à je mets en dessus Giacometti très certainement, ça c'est certain. Voilà, lui il a plus un registre formel, on voit justement ce qu'est un registre formel. Mais quelle est, et puis, sinon la signification qui est un terme trop fort, mais le sens, puisqu'il y a quand même un sens que l'on peut attribuer au travail
de Fromanger sur les portraits, puisqu'il donne un portrait. Ce n'est pas des portraits cubistes, c'est dans le prolongement un peu de la décomposition des portraits. Il y a par exemple les différents portraits de Gertrude Stein par Picasso, dont certains sont très réalistes et d'autres au contraire découpés. On voit le travail que le cubisme fait sur la figure. Fromanger, je ne sais pas, quel est ton avis pour conclure? Fromanger, oui. À une période, Oui. mais il y a des retours. Est-ce que c'est uniquement plastique ou est-ce que, à mon avis, c'est Non, il est très conceptuel quand même. Il travaille l'image, mais dans les portraits du site, il y a un travail de forme, bien sûr. Il y a un travail de forme, et même de premier plan dans les figures. Ce qui m'intéresse moi personnellement. D'une certaine manière, je partagerai un peu une partie de son propos, sauf qu'il l'a fait une ou deux fois, il ne l'a pas développé. Il a beaucoup plus développé ses découpes sur des photographies, ou alors des installations, pour en parler, parce qu'il a quand même joué le jeu de l'installation. Il est un artiste contemporain en ce sens-là. Mais effectivement, il suis revenu à des fils comme ça, des têtes qui sont composées de fils de couleur, plus ou moins en plot, comme ça, plus ou moins des. Mais ça semble quand même assez peu de l'ordre du travail obsessionnel autour justement d'un motif plastique, quelque chose qui reviendrait comme dans la vision justement d'un peintre tel Cézanne. Alors, ce que tu appelles le sens, je suppose que c'est le sens plastique de cette recherche, pas le sens tout court. Je me garderais bien d'interpréter pour le coup. Là, pour moi, l'interprétation liée à un travail de forme reste totalement ouverte, bien évidemment. Mais ce n'est pas au peintre de faire cette interprétation, et ce n'est pas non plus son objet de recherche particulier. Le sens le traverse. Il n'y a pas à s'en préoccuper. Une certaine application de cette idée deleuzienne de relier la figure à quelque chose d'autre, à des forces extérieures, d'en faire un élément simplement qui serait pris. Avec le grouillement. C'est ça, dans quelque chose d'autre, sinon des forces cosmiques, tout au moins. On peut l'interpréter de manière deleuzienne, de toute façon, l'idée de carte-visage. J'aurais pu l'interpréter. Les portraits de Derrida que j'ai faits, qui sont encore beaucoup plus décomposés, alors ceux-là avec des lignes, enfin, il y a toute une partie que j'ai faite, que tu as vu, qu'on peut interpréter de manière deleuzienne, évidemment. Si on parle de carte, de visage-carte, tout un travail à faire là-dessus. Mais est-ce que c'est vraiment de l'ordre de la description d'un propos, et ensuite un travail deleuzien d'interprétation d'une forme picturale donnée, ou au fond une sorte de caprice et de fantaisie littéraire? Je ne suis pas sûr du tout qu'il soit nécessaire de faire ce travail-là, en tout cas théorique. C'est pas comme Archimboldo avec les portraits reconstruits avec des légumes. Ah, d'accord. Mais il y a... Oui, il y a une partie plastique, bien sûr, c'est incontestable. Qui est un petit peu semblable. Tout à fait. Mais qui est resté alors dans une forme comme ça, dynamisée. Mais il y en a beaucoup qui ont esquissé le propos d'une forme dynamisée. Alors, est-ce que c'est des forces? Je ne sais pas. Encore une fois, la force, on la trouve partout, dans toute forme d'art et dans toute forme de peinture, et aussi dans le non-art, bien évidemment. Et donc, si on parle d'une force du pastel, ce serait un travail que je devrais faire, que j'ai quand même esquissé. En ce sens, je n'ai pas renvoyé Deleuze à des études picturales qu'il aurait dû s'empresser de faire, prendre quelques cours de dessin pour mieux voir les choses, ce qui est évidemment une bonne chose aussi, à mon sens. Ça aurait été, si tu veux, plus précisément, de reprendre quand même sa logique des concepts présignifiants, parasignifiants. Ça oui, parce que ou même l'insignifiant. Parce que moi je parlais du plastel comme un anté-signifiant. Pas signifiant. Donc de ce point de vue-là, j'étais du côté de Deleuze. Mais c'était pas pour mettre toute cette logique de concepts présignifiants au service d'une fluctuation, d'un jeu de force. Donc, une dernière question, mais répondre d'un mot. Quelle est la référence du texte où tu as vu un entretien de Fromanger, où il parle d'un entretien avec Fromanger, tu le cites. Alors, il y a l'entretien, il y a le texte qui en a été tiré et qui se trouve donc dans l'île déserte. Dans l'île déserte. Ah, il y est avec... Il y a le chaud et le froid. Ah bon. Et alors, le texte, alors là, il se trouve que le texte est une transcription de Fromanger sur France Culture, là je reconnais, qui était une transcription de la rencontre avec Deleuze dans son atelier
ayant donné lieu au texte. Alors le texte, on peut le Parce trouver. que tu avais dit que c'était dans ABCDR, non? Ah non, dans l'abécédaire, il y a la fameuse jeune fille, être pris dans le rêve d'une jeune fille. Ça, c'est Deleuze qui Ah, en c'est parle. ça, être plus. C'est intéressant quand même, parce que c'est le ça. rêve, la jeune fille, c'est aussi l'écrivain qui rêve. Eh bien, il faut le dire, puisqu'on est enregistré, il faut le dire donc aux personnes. Ah oui, abécédaire, idée. Précisément. C'est justement pour parler des idées, c'est des rêves de jeune fille, les idées. C'est C'est ça. quand même- Ah bon, c'est ça. Non, de ce point de vue-là, je relance Et quand alors, même le une problématique hyper deleuzienne, dans mais rare. l'île déserte, et il faut manger, c'est dans l'île Oui, déserte. le chaud et le froid, vous trouverez ça, transcrit et développé, etc. Bon. Voilà. Eh bien, merci infiniment, et nous pouvons t'applaudir pour que cette la prochaine fois, je vous avais le programme, c'est programmé pour le 7 novembre. Ah ben c'est moi. Mais là, je reprendrai un peu des textes de Deleuze également pour m'appuyer sur cette notion de fêlure, sur cette notion de dystérisation ou de régime de fou, mais en l'illustrant par d'autres textes, par d'autres références. Donc ça sera quelque chose qui n'est pas sous la forme d'une conférence très organisée, mais plutôt de remarques, de renvois vers des points de référence. Mais peut-être n'es-tu pas là le 7, toi. Ah, moi, je commence à faire ma communication, malheureusement. Enfin, À la veille. tu le reprendras parce qu'avec Alexandre Costanzo, qui viendra ensuite, Je vais écouter tout parler ça. de Courbet, et sous une forme plus appliquée, alors à un peintre dont on montrera le périple de très lié à la vie elle-même, à la vie sociale, à la révolution, etc. Ce qui sera très intéressant. J'espère que vous serez là. Ne me faites pas, dites-le autour de vous, parce qu'un de mes grands, moi je viens en étant totalement malade à ramasser la petite cuillère, mais ce n'est pas un exemple que je donne en disant puisque je le fais, faites-le, mais je dois dire que ça ajoute le fait d'avoir à attendre et de ne pas savoir si on aura du monde ou non, est pour moi une douleur absolument épouvantable. Donc tâchez de voir si vous pouvez réunir du monde ou téléphoner à ceux que vous connaissez, de venir, si possible, c'est jeudi, de façon à assurer quand même une permanence de la présence, au moins comme aujourd'hui, c'est ça, pour qu'on puisse quand même avoir un séminaire qui fonctionne. Sinon, si on ne sait pas chaque fois qui on aura, ça devient absolument impossible. En tout cas, je vous remercie infiniment pour votre présence et vous donne rendez-vous à la prochaine fois en lisant, attendez une seconde, en lisant colloque. Héros militant, le cinéma de Lionel Soucaz, du 4 au 7 décembre 2013, BNF, Bibliothèque nationale, c'est-à-dire Université de Paris 8, c'est-à-dire ici, les voûtes, je ne sais pas où c'est. Les voûtes, Le c'est parcours dans du cinéaste, bon, etc. environ Et BNF. il y a plus d'informations Dans les sur un environs site, Non. mais C'est un mais espace enfin, ça serait ici, spécial ça pour serait le artistes. 5. Donc c'est le 5 décembre. Il faudrait savoir comment il y a une présentation de son œuvre cinématographique En bas, ici peut-être, alors, non? et comment on peut y aller. C'est en bas l'espace Il d'exposition. faudrait que tu te renseignes. Ah, tu sais pas, d'accord. Pourquoi, René? Par rapport à quoi? Pour la journée, à la séance de la projection de film? Oui, Mais parce où que est-ce c'est... cette salle? Laquelle? Est-ce que tu dis pour le colloque ou pour la projection? Le Donc, il y a 5, c'est ça, le jeudi 5. le jeudi 5, ce sera le Et colloque. laquelle, ça? Ce sera à l'Amphi X. Ah bon, c'est ça. Voilà. Donc on y Tu sera. peux le garder. Oui, non, ça c'est bon. Puis il a mis du bleu sur son visage. Ça vient d'un film. C'est dans un des films de Lionel. Parfait. Très intéressant, d'accord. Voilà. Eh bien, merci. Merci, à la prochaine fois. On verra sans doute. Alors. Substituer à ce fonctionnement spécifique quelque chose qui est emprunté à des notions littéraires, donc de faire de la littérature sur l'art, plutôt que de voir quels sont les procédés de l'art lui-même. C'est là un reproche qui est pertinent et qui est intéressant, qui a été posé d'ailleurs, qui a été suggéré d'ailleurs par Deleuze lui-même, puisqu'il dit qu'il faut lire les écrits des peintres.
on ne lit pas assez les écrits des peintres. Et je signale que dans ce domaine, par exemple, tu n'as pas parlé beaucoup de Van Gogh, qui a énormément fait d'écrits dans ses lettres, soit à son frère, soit à d'autres comme Van Rappard, par exemple, où il parle précisément des couleurs, où il parle des préoccupations qui sont les siennes, à la fois sur le plan de sa vie personnelle et sur le plan de ses tableaux, et qui ont été étudiés d'une façon très intéressante par Jean-Clé-Martin dans un ouvrage consacré il y a quelques années à Van Gogh, précisément. Ou alors de Cézanne aussi, qui a parlé beaucoup de lui-même, puisque tu le sais fort bien. D'ailleurs, mais peut-être on a, puisque tu as fallu faire un exposé parlé de la vérité en peinture un exposé centré de sur les Derrida, mais peut-être que là aussi, il faut, ou de la Croix aussi, on a fort bien parlé dans son journal de ses préoccupations de peintre dans des optiques différentes. Quand tu n'as pas fait état d'œuvres comme Kandinsky, le spirituel dans l'art, tu sembles considérer que la théorie de l'art de Klee est littéraire. Ce qui est curieux, puisque Klee enseigne au Bauhaus, et que quand même ce n'est pas en tant qu'écrivain qu'il a enseigné, c'est en tant que plasticien qu'il a parlé de la ligne. Donc là, c'est un peu mystérieux qu'à la fin tu dises pédagogique de Klee, puisque j'ai ton texte, les fictions narratives comme celles qui illustrent les écrits pédagogiques de Klee, la ligne de la colline et du bateau. Des exemples. Est-ce que c'est des fictions narratives ou est-ce que ce sont des procédés des dessinateurs? On n'a pas besoin de parler d'une ligne, parce qu'il décrit la ligne comme un écrivain décrirait une ligne, en décrivant quand même, en nous renvoyant, non pas une perception équilibrée propre à la ligne, mais une ligne qui déjà figurerait un cheminement, etc. Mais justement, c'est peut-être que Deleuze a emprunté cette notion de force, puisque la ligne de Klee est dynamique. Il la représente dans ses écrits sur l'art. Il met des flèches, d'ailleurs. Il introduit... Klee aussi met des flèches. Il introduit bien du littéraire, mais le littéraire, par exemple, dans l'introduction des lettres, je sais pas, le R, le K, n'importe quoi dans les tableaux, que Klee a utilisé, d'autres aussi. Je sais pas, Rauschenberg, je sais pas, il y en a d'autres qui ont utilisé la lettre. On est loin de... Que devient cette lettre? Les lettres chez Braque, justement, les lettres chez Braque. C'est vraiment pour écrire un accent, il le dit lui-même. C'est pas pour faire du sens dadaïste. Les dadaïstes ont se précipité là-dessus. Mais eux, dans leur aplat de papier découpé, ou dans leur reproduction au pochoir même, une écriture de journaux, c'est les premiers à avoir fait ça. Et ils l'ont fait pourquoi? Ils l'ont fait pour densifier la composition, pas pour créer une évocation poétique d'un monde comme ça. Non, je te remercie infiniment pour ce exposé qui est extrêmement original, personnel et nourri de connaissances, de faits, d'allusions. Peut-être le reproche que je ferais, c'est justement d'être trop serré parce que tu as passé sur une quantité de choses où un certain nombre de points dans la théorie de Deleuze en particulier auraient dû être un peu étendus ou détendus de façon à ce qu'un public qui n'est peut-être pas particulièrement informé des différents ouvrages, ni de la théorie deleuzienne, ni même des œuvres artistiques auxquelles tu fais allusion, a peut-être à ce moment-là de la difficulté à te suivre exactement. Si je résume
s'il me permet de résumer la leçon générale, c'est au fond, eux qui opposeraient à cette théorie de l'art pictural, en particulier de l'art en général, puisqu'il s'agit aussi du cinéma, mais qu'il s'agit par allusion aussi de la musique ou de la littérature, tu reprocherais à cette critique d'être littéraire. D'être littéraire, c'est-à-dire de substituer à des points clés importants, là, on ne peut pas l'appeler malgré tout une autre façon, là, le fonctionnement ou la logique propre, mais le mot logique aussi est littéraire, disons plutôt donc le fonctionnement propre de l'activité artistique du peintre. C'est rapport plastique, parce que, encore une fois, ce que j'essaie de dégager, c'est aussi un langage de peintre, souvent recouvert par le discours littéraire, parce que les peintres eux-mêmes parlent en littéraire une fois sur deux, il ne faut pas dire plus. Mais que dit Cézanne? Il parle de rapport plastique. Est-ce que tu connais quelqu'un, dans les théories de l'art les plus variées du XXe siècle, qui a repris la notion de rapport plastique? On est toujours dans l'élémentarisme, et Deleuze ne fait pas exception, c'est-à-dire, on voit ça aussi chez d'autres théoriciens, mais quand il dit ce qui est clé, il part des éléments picturaux. J'aurais pu faire un exposé uniquement là-dessus, qui varie d'ailleurs. Alors c'est la tâche, c'est le point, c'est la ligne, c'est le plan, ça varie tout le temps, va dégager une fonction plastique à partir de là. Je citerai peut-être une omission également de Delaunay. Delaunay, quand même, a écrit énormément sur la matière, sur la couleur, sur la relation entre la peinture et les théories de Fresnel, etc., sur les contrastes simultanés, sur tout un tas de choses qui quand même occupent une place très importante et qui ne peut pas être considérée comme étant littéraire, mais et de la part d'un peintre incontestable, quelque chose qui est l'établissement et l'appui d'une théorie de l'art. Comment il en parle? C'est ça qui est intéressant. Comment il fait, Delaunay? Delaunay occupe une place quand même importante. Et dans l'histoire également de la couleur et de la signification. Là, lorsqu'on parle de signification, je pense que je mettrai quand même à la base quelque chose de très, 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 très général, qui est une phrase de Deleuze et Guattari relativement à la peinture et à l'art pictural, que tout son processus, relativement à la signification au sens propre du terme, c'est-à-dire quand on parle de la signification d'une peinture, on parle de ce que ça représente, c'est-à-dire quelles sont les scènes ou les objets ou les scènes historiques, que c'est une activité qui entre dans le cadre très très... de journaux froissés, de pipes et de méditation poétique. Mais justement, peut-être que ça fait dedans, mais c'est pas leur propos. Peut-être que tu ne tiens pas assez compte des dogmatismes extravagants, je dois dire, que j'ai rarement vu, parce que tu ne tiens pas assez compte des ambiguïtés, des choses qui jouent sur des doubles tableaux des sens, ou précisément des passages, ou des entrevues ou des devenirs, par exemple. Enfin, je dis dogmatique. Donc, j'appelle dogmatique. Je recadre. Le fait de dire je sépare quelque chose et j'exclus quelque chose d'autre. Et quand tu parles du papier collé ou du journal collé, il y a justement ce double jeu qu'on voit très bien chez Braque, chez Picasso, quand ils ont introduit cela, je ne sais pas si c'est l'un ou c'est l'autre qui l'a introduit, c'est-à-dire qu'on joue à la fois sur le fait que ce sont des journaux, mais à la fois aussi sur le fait qu'on les traite uniquement dans leurs éléments formalistes. Donc on ne se préoccupe plus que ce soit du journal, ça peut être aussi bien que je réclame. C'est des accents les lettres. Dans Ernst, c'est un peu différent d'ailleurs, parce qu'il joue davantage sur les sens et les oppositions, mais tu as l'air c'est des accents graphiques, ils l'ont dit, c'est des accents graphiques. Oui, c'est ça. Ils sont obligés de faire ça. Je m'arrête donc, C'est sûr, c'est bien qu'en composition, à un moment donné, était proche d'une dissolution. Donc l'aplat qu'il a réintroduit comme ça, d'ailleurs dans une maquette gouachée plutôt que dans une peinture, Braque le premier, c'est pour densifier ce qu'ils avaient et maintenir ce qu'ils avaient déjà analysé d'une forme.
selon leur registre qu'ils avaient inventé, un registre public donc bien connu maintenant. Mais lorsqu'il introduit lui-même par la suite, et Bormier là aussi, un petit élément de reconnaissance justement, d'imitation apparemment, mais c'est aussi un point d'accentuation, on appelle ça accentuer un croquis ou une peinture, faites des accents, pour mieux lire une forme dans